Ce soir à l'émission, à Saint-Jérôme, un campement de sans-abri échappe au démantèlement. Et du ton sac est rendu déjà au dépotoir. J'en revenais pas. Et pendant qu'on cherche des solutions, les appuis se multiplient pour les occupants des lieux. Là, il y en a 6 qui ont eu peur du démantèlement, donc sont partis dans le bois. En entrevue, je reçois Lisa Poulain, mairesse de Blainville et première préfète de la MRC de Thérèse de Blainville. Je remercie là, mes collègues des 7 municipalités qui composent la MRC Thérèse de Blainville de m'accorder leur confiance pour assurer ce rôle-là au cours des prochaines années. Je m'entretiens également avec Sandy Duquette, initiatrice de l'événement Une mission pour Noël. Je vais faire une belle action, je vais organiser un souper pour les gens dans le besoin. Enfin, Caroline Dionne nous met en garde, la grippe frappera plus fort cette année. Donc, les cas sont passés de 431 à 850. C'est quand même une bonne augmentation. Bienvenue à Accès local. Mardi 9 décembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Clara, il y a un campement de personnes en situation d'itinérance à Saint-Jérôme qui a fait la manchette dernièrement puisqu'il était menacé d'un démantèlement qui devait avoir lieu hier matin. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Vous nous présentez la suite de ce dossier. Oui, Claude, donc un petit rappel des faits. Le campement en question se trouve au coin des rues La Violette et Castonguay, juste à côté du pont Castonguay à Saint-Jérôme. Il se trouve sur un terrain privé, celui d'Espace Localia, une entreprise de gestion immobilière. Alors, des gens y seraient installés depuis plusieurs mois, même années, avec la tolérance de l'entreprise à qui le terrain appartient, avec la seule condition qu'ils devront quitter les lieux en mai 2026 pour que le terrain soit exploité. J'étais sur place hier, Claude, et j'ai discuté avec Papy, un occupant des lieux, qui nous explique comment il s'est retrouvé dans ce campement après avoir été chassé d'un autre emplacement. Quand je suis revenu le mardi qu'il fallait que je quitte, moi, j'ai quitté le matin. Toutes mes choses étaient pilées. Mon linge était dans le lit que j'avais acheté, c'est sûr. Puis, quand je suis revenu 2 heures plus tard, parce que j'avais plusieurs choses à faire, il n'y avait plus rien. Là, j'ai tombé vraiment, là, plus de linge, plus rien, là. J'ai tout de suite été voir j'ai vu une voiture de patrouille, je l'ai arrêtée, j'ai demandé. Et du ton sac est rendu déjà au dépotoir. J'en revenais pas. Et donc, la semaine dernière, les occupants du campement avaient reçu un avis d'expulsion. Oui, alors jusqu'à présent, comme je le disais, le campement était toléré par l'équipe des Espaces Localia qui n'ont pas répondu à ma demande d'entrevue, mais le message qui est véhiculé par les organismes de la région, c'est que l'entreprise immobilière recevait trop de pression de la ville de Saint-Jérôme pour démanteler le campement. Ils ont reçu une amende de 688 $ pour avoir enfreint le règlement d'urbanisme. Donc, le 1er décembre dernier, un avis d'expulsion a été émis et communiqué aux occupants du campement des rues La Violette et Castonguay. Rémi Barbeau, qui est maire de la ville de Saint-Jérôme, nous parle des raisons qui justifient ce passage à l'action. On a des citoyens de la ville de Saint-Jérôme qui ont fait des plaintes à la ville en disant on a un campement près de la maison, sur notre chemin, qui nuit à notre qualité de vie. Donc, dans le respect de leur qualité de vie, ils ont demandé à la ville d'agir. Mais, coup de théâtre, 3 jours avant la date prévue du démantèlement, qui devait avoir lieu hier, je le rappelle, tout ça a été mis sur pause. Oui, alors l'organisme des gardiens de la rue a rapporté dans une publication Facebook les propos de Stéphanie Cocozza, qui est une représentante des Espaces Localia. Nous considérons qu'une approche plus humaine est à privilégier. Nous poursuivrons nos démarches et discussions auprès de la municipalité afin de nous conformer à la réglementation actuelle tout en usant de flexibilité et d'humanisme envers toutes les parties. Nous souhaitons trouver une approche bienveillante. On peut écouter la réaction de Papy à l'annulation du démantèlement. Mon Dieu, on est soulagés, tout le monde. Écoute, la nouvelle, là, j'ai eu du monde qui sont arrivés hier soir, là, et ils sont de joie. Pas compliqué, là. L'hiver qui s'en vient va être beaucoup plus relax, mais les gens qui vivaient ici, qui ont quitté, vont revenir très certainement, puis ils sont très heureux de la décision. Oui, parce qu'après l'annonce du démantèlement, la douzaine d'occupants du terrain s'est éparpillée. Selon Stéphane Parent, ça peut être problématique. Monsieur Parent est porte-voix de l'organisme Ligne de front Laurentide qui distribue la nourriture et des biens de base pour les personnes dans le besoin. Là, il y en a 6 qui ont eu peur du démantèlement, donc sont partis dans le bois.
qu'on ne sait pas où, éparpillés partout. Ça, c'est la pire chose, parce que s'il arrive quelque chose, là, on peut pas aller l'aider. Il y en a d'autres qui sont partis à halte chaleur cette nuit parce qu'il faisait un froid glacial. Fait que, ils vont sûrement revenir avec le temps, mais ce matin, il en reste 3 sur 12 qui sont encore présents. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On va poursuivre cette conversation-là. À plus tard, Claude. Pulsar désire rappeler à la clientèle que le service du REM se termine à 21h entre les stations Côte-de-Liesse et de Deux-Montagnes seulement, et ce jusqu'au printemps prochain. Ces mesures permettent de compléter des essais dynamiques sur la nouvelle antenne Anse-à-Lorme, dont l'ouverture est prévue au printemps 2026. Pour assurer les déplacements entre ces stations après 21h, 14 lignes d'autobus sont mises à la disposition des usagers. L'horaire régulier est maintenu entre les stations de Brossard et Côte-de-Liesse, soit de 5h30 à 1h30. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Louise Bellefeuille, 79 ans, de la Chute. Elle a été vue pour la dernière fois le 3 décembre dernier dans le secteur de la rue de la Fontaine. Elle aurait quitté à bord d'un véhicule de marque Mercedes, modèle C300, année 2011, de couleur noire, immatriculé W74YPV. Louise Bellefeuille aurait quitté en direction nord sur la route 329 vers Saint-Sauveur. Elle pourrait se trouver dans le secteur de Saint-Jérôme également. Elle mesure 1,63 m, elle a les cheveux blancs et les yeux bleus. Toute personne qui apercevrait Louise Bellefeuille est priée de communiquer avec le 911. La mairesse de Blainville, Lisa Poulin, vient d'être élue à titre de préfète de la MRC de Thérèse de Blainville. C'est d'ailleurs la première fois qu'on prononce ce mot, puisqu'aucune autre femme avant elle n'avait occupé cette fonction depuis la création de cette entité en 1982. C'est un plaisir de l'accueillir. Madame Poulin, bonsoir. Bonsoir. J'aurais envie de vous dire qu'il était temps, puisque moi, des mairesses, j'en ai compté au moins une douzaine là, depuis 1982. Comment est-ce que vous accueillez cette nomination? Ben, écoutez, ou c'est plutôt une élection, même? Oui, absolument. Là, j'ai démontré mon intérêt à assumer cette fonction à la préfecture de la MRC Thérèse de Blainville. Effectivement, je suis la première femme qui occupe cette fonction dans notre région au niveau de la MRC Thérèse de Blainville. Mais en plus, on est un tandem de préfètes, oui, si la mairesse de Rosemère. Avec la mairesse de Rosemère, Mme Marie-Hélène Pitt. Donc je remercie là, mes collègues des 7 municipalités qui composent la MRC Thérèse de Blainville de m'accorder leur confiance pour assurer ce rôle-là au cours des prochaines années. D'accord. Pour certaines personnes, une MRC, ça demeure encore quelque chose d'un peu abstrait. On me pose souvent la question, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Si je vous la posais à vous, la question, Mme Poulin. Bien, une MRC, ça joue un rôle assez important. En fait, puisqu'on monte d'un niveau, donc on est plus dans un aspect régional. Ouais. Donc, c'est de nous assurer d'avoir une vision du développement de nos territoires au niveau régional, mais aussi d'assurer une certaine concertation, une certaine arrimage au niveau des orientations de nos municipalités. Tu sais, je pense entre autres, là, les responsabilités d'une MRC vont être autour de la sécurité publique, ouais. Notamment avec le schéma de couverture de risque au niveau de la sécurité incendie. On peut penser aussi à l'arrimage sur certaines actions au niveau du développement économique pour assurer la vitalité de notre territoire, de la MRC, mais aussi au niveau des changements climatiques, parce qu'on sait que nos municipalités sont synergiques, donc nos actions ont grand intérêt à être concertées là, pour nous assurer que nos territoires deviennent résilients là, face au changement climatique. Tout à fait. Donc, c'est vraiment une entité qui a un travail de concertation régionale pour nous assurer d'une certaine cohérence là, entre nos municipalités. Bon, dans le communiqué qui a suivi cette nomination-là, vous exprimez, là, je vous cite, que ce sera un privilège d'assumer cette responsabilité au moment où notre région fait face à des enjeux déterminants pour son avenir. Vous venez de mentionner les enjeux climatiques. C'est la première chose, d'ailleurs, à laquelle j'avais pensé. Est-ce qu'il y en a d'autres enjeux importants comme celui-là? Bien, écoutez, j'aurais tendance à parler du transport collectif, donc tous les aspects de la mobilité durable. C'est sûr qu'on sait qu'avec les enjeux autant de gouvernance que de financement aujourd'hui, là, il est difficile pour nous là, d'envisager ou d'avoir des ambitions au niveau du développement de notre transport collectif, qui est pourtant un vecteur de cohérence nécessaire sur nos territoires là,
pour le bon développement de nos territoires. Tu sais, on pense aussi, aujourd'hui, on le sait, on a le devoir ou la responsabilité, on a des cibles à atteindre en termes de densification. Ouais. Donc, pour des enjeux sociaux, il y a aussi pour des enjeux environnementaux. La réduction des gaz à effet de serre va passer par le développement du transport collectif, mais aussi économiquement, il faut qu'on optimise nos territoires là, avec la hausse des coûts, des infrastructures, etc. Donc, le transport collectif, c'est vraiment un vecteur important de cohérence, puis on aura à se mobiliser, tous les acteurs de la couronne nord et des Laurentides aussi, là, pour démontrer notre intention que cet aspect, si vous voulez, du développement de notre territoire soit pris en considération par toutes les instances gouvernementales. Une chose que peut-être beaucoup de gens ignorent, la MRC possède aussi sa politique de développement social. Ça, c'est comme gouvernement de proximité, là, vous savez que les défis sont considérables, compte tenu du fait que les enjeux de précarité ne concernent plus seulement que les individus et les familles, mais aussi les organismes qui s'en occupent. Qu'est-ce qu'une MRC peut faire dans des dossiers comme ceux-là? Bien, écoutez, on a élaboré effectivement un plan de développement social. Ce plan-là a été fait à la suite d'une vaste consultation où tous les organismes communautaires qui ont à œuvrer auprès de sociétés, si vous voulez, de notre population qui est plus vulnérable, ont été concertés. Donc, tout ce plan d'action qui sera déployé dans les prochaines années ont été élaborés avec les organismes, effectivement. Écoutez, on a presque terminé. Je profite du fait que vous êtes aussi la mairesse de Blainville pour aborder un dossier qui a aussi interpellé les instances de la MRC. Stablex, la Grande Tourbière. Est-ce que c'est terminé, ça, Mme Poulin? Est-ce que Stablex a gagné ou s'il y a encore des choses à faire? Bien là, actuellement, on est toujours en contestation judiciaire parce qu'on tente d'invalider la loi 93 qui nous a expropriés, donc dépossédés du terrain en plein cœur des tourbières. Il y a aussi, on travaille en étroite collaboration quand on parlait de la force du régional. On travaille avec la communauté métropolitaine de Montréal pour faire un état des lieux sur comment on devrait mieux gérer nos matières dangereuses résiduelles sur nos territoires avec une meilleure harmonie avec notre milieu environnemental et social. Donc, c'est un dossier qui est toujours en cours. D'ailleurs, mardi prochain, j'ai une rencontre avec le nouveau ministre Bernard Drainville pour lui faire savoir les préoccupations de la population et la façon dont je vois le dossier et que j'aimerais que le ministère de l'Environnement collabore avec la Ville de Blainville. Donc, c'est pas terminé. Lisa Poulin, mairesse de Blainville et préfète de la MRC mairesse de Blainville, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Centraide Laurentide annonce avoir reçu un don de plus de 23 000 $ de la part de Génacol dans le cadre du Mardi Je donne, le 2 décembre dernier. Depuis 2021, plus de 145 000 $ ont été donnés par l'entreprise blainvilloise dans le but de venir en aide aux personnes vivant des situations de vulnérabilité dans la région. Ces fonds contribueront au maintien de services comme l'aide alimentaire, le soutien en santé mentale et l'accompagnement offert aux familles, aux jeunes et aux aînés. Le mercredi 3 décembre, la Ville de Saint-Jérôme et le Bureau de Saint-Jérôme de la protection de la faune du ministère de l'Environnement ont servi un repas des fêtes à 400 participants dans le cadre du giboyeux de Noël à la cabane à sucre Bouvrette. Ces citoyens, recommandés par divers organismes communautaires du territoire, se sont vus offrir un dîner préparé à partir de plus de 225 kg de viande sauvage d'orignal et de chevreuil saisis lors d'opérations menées pour contrer le braconnage. La grippe frappera plus fort cette année. C'est le sujet de la chronique santé de Caroline Dion. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, quel est le portrait actuellement de la situation au Québec, dans la région, à propos de l'influenza? Oui, alors le nombre de cas d'influenza A a presque doublé la semaine dernière dans la province par rapport à la semaine précédente. Donc, les cas sont passés de 431 à 850. C'est quand même une bonne augmentation. Ouais. Si on regarde au fil des semaines, c'était assez stable et puis il y a eu vraiment un pic la semaine dernière. Dans les Laurentides, même chose. Les cas sont passés de 17 à 75. Alors, quand même une bonne augmentation. Je vous parle d'influenza A parce que c'est ça qui circule en ce moment. L'influenza B, ça, c'est un petit peu plus tard dans l'hiver. Donc, l'hiver dernier, on a eu la pire saison d'influenza en termes de nombre de cas. Donc, le virus, cette année, pourrait aussi être à l'origine d'infections plus graves parce que les gens se sont pas fait vacciner quand la grippe a commencé à se propager à la mi-novembre. Donc, on s'attend quand même à quelque chose d'assez intense. On recommande de se faire vacciner sans tarder parce que ça prend quand même 2 semaines avant d'être à la pleine efficacité, juste à temps pour le temps des fêtes, les rassemblements et les échanges de virus.
Parlant de ça, quelle est l'efficacité du vaccin contre la grippe cette année? Il y a des experts qui craignent que le vaccin contre la grippe soit moins efficace cette année parce qu'il y a une souche de H3N2 qui a 2 mutations. Alors, toutefois, on ne sait pas encore. Est-ce que ça va être plus H1N1, H3N2? On ne le sait pas. Le vaccin, lui, comprend de toute façon une protection contre H1N1, H3N2 et la souche B aussi. Et de toute façon, on dit, peu importe l'efficacité d'un vaccin, faites-vous vacciner parce que ça réduit quand même de 50% le risque d'infection sévère. Et les personnes qui sont plus touchées par des complications sévères, justement, dans la très grande majorité des cas, ce sont des personnes de 75 ans et plus ou les personnes qui ont une maladie chronique, peu importe leur âge. Ouais. Donc, faut vraiment être prudent et se faire vacciner immédiatement. Quelle catégorie de personnes, Caroline, devrait particulièrement se protéger contre la grippe avec la vaccination? Oui, on parle des personnes âgées de 65 ans et plus. On parle aussi des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, peu importe l'âge. Les résidents de CHSLD, peu importe l'âge. Aussi les personnes qui résident en ressources intermédiaires pour aînés. Les femmes enceintes qui ont une maladie chronique, c'est recommandé de se faire vacciner, peu importe le stade de grossesse. Sinon, c'est à partir de 13 semaines. On recommande aussi aux personnes qui pourraient transmettre la grippe à des personnes vulnérables de se faire vacciner. Par exemple, travailleurs de la santé, les gens qui habitent avec un bébé de moins de 6 mois, les personnes aussi qui habitent avec une personne de 75 ans ou plus, ou une personne qui a une maladie chronique ou une femme enceinte, les personnes aussi qui... proches aidantes de personnes en CHSLD ou en ressources intermédiaires, des personnes aussi qui sont près des malades chroniques ou des femmes enceintes. Et faut spécifier aussi que le vaccin contre la grippe, c'est gratuit pour toutes les personnes de 6 mois et plus qui en font la demande. Alors, ça coûte rien en plus. Donc, un peu tout le monde devrait se faire vacciner. Oui, mais particulièrement les personnes plus âgées. Absolument, je vais en parler justement. On en est où par rapport à la couverture vaccinale cette année? Bien, le taux de vaccination contre l'influenza, c'est plus bas que l'an dernier. Et là, on dit en plus que le sous-type du virus de la grippe H3N2 pourrait être vraiment virulent. Donc, on craint d'avoir une des pires saisons de la grippe depuis longtemps au Québec en raison de tout ça. Et là, du côté de nos aînés, ça se fait pas vacciner beaucoup. Selon les plus récents chiffres de Santé Québec, le quart des 65 à 74 ans avaient reçu le vaccin contre la grippe cette année. Chez les 75 ans et plus, c'est 36 %. Pourtant, le Comité consultatif de l'immunisation a pour cible que 80 % de nos personnes âgées se fassent vacciner contre l'influenza. Alors, c'est pas du tout ça qu'on a en ce moment comme portrait. En conclusion, Caroline. En conclusion, protégez-vous, protégez ceux que vous aimez aussi. Faites-vous vacciner, c'est gratuit. Et pour un rendez-vous, vous pouvez aller en ligne sur québec.ca/vaccin grippe. Maintenant, on peut se faire vacciner dans les pharmacies, ça c'est très, très facile. Et on peut aussi appeler pour prendre rendez-vous au 1-877-644-4545. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Quand on parle d'engagement citoyen et d'investissement solidaire, on peut penser à ce genre d'initiative mise sur pied par Sandy Duquette, organisatrice d'un événement appelé Une mission pour Noël et qui en sera à sa toute première édition le mardi 23 décembre. Elle est avec nous pour en parler. Madame Duquette, bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais le dire en 2-3 mots. Là, vous organisez une soirée pour des gens qui autrement n'auraient pas eu un Noël très joyeux. On va élaborer autour de ça. Mais avant, j'aimerais ça que vous vous présentiez à nous, que vous nous disiez pourquoi vous avez eu envie d'organiser ça. Je vous dirais, premièrement, je m'appelle Sandy. Je vous dirais que j'ai parti ce projet-là dans l'optique d'aider mon prochain. À chaque année, je fais des belles actions et je me suis dit cette année, avec les événements qui sont survenus dans ma vie, je me suis dit, je vais faire une action qui est plus grosse. Je vais utiliser ma communauté et je vais faire une belle action. Je vais organiser un souper pour les gens dans le besoin. D'accord. Bon, vous êtes parti de rien. Hein? Vous avez réussi à convaincre des gens de vous suivre, à tout le moins de vous appuyer dans cette histoire-là. Est-ce que ça a été la partie la plus difficile? La partie la plus difficile, c'est de vraiment trouver les bons organismes pour trouver les familles adéquates à mon projet. D'accord. Mais pour le reste, le soutien, j'ai été incroyablement surprise là, des gens qui ont été derrière moi pour ce beau projet-là. J'ai les rôtisseries Saint-Hubert de Saint-Eustache qui me fournissent la salle ainsi que les repas. Donc, je suis tellement reconnaissante
reconnaissante. Sans eux, je pouvais pas faire vraiment mon projet, ma soirée. Puis pour le reste, trouver les familles, je suis dans le processus. Évidemment, toutes les contributions sont essentielles. Oui. Vous avez mentionné Saint-Hubert de Saint-Eustache. Exactement. Il fournit la salle, fournit les repas aussi, exactement. je pense. Oui. Bon, alors le 23 décembre, qu'est-ce qui va se passer exactement? Ça va être une soirée, un souper. On va tous se réunir ensemble, puis on va passer un bon moment. Des gens, là, justement, qui sont soit dans la solitude, des gens dans le besoin, ou surtout les aînés. On pense pas nécessairement toujours à eux, mais ils sont vraiment importants dans le processus. Donc, ça va être une soirée qui va se dérouler avec un souper en commençant. Puis par la suite, on va donner des cadeaux, on va faire des petites activités, des jeux, on va danser, on va faire tirer des plus gros cadeaux de partenaires qui nous ont donné des beaux cadeaux. Puis on va suivre le cours de la soirée de cette façon. Vous prévoyez accueillir une trentaine de personnes. Oui. Vous avez des gens qui sont suggérés par des organismes. On va avoir affaire à quoi? Des familles, des personnes âgées? Je dirais un peu de tout. Des personnes âgées, des familles dans le besoin, des gens seuls pour le temps des fêtes. Donc, ça va vraiment être des gens qui vont se réunir tous ensemble là, pour passer un bon moment là, pour le temps des fêtes. Est-ce que vous avez encore besoin du soutien des gens? Là? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de cadeaux, d'argent, de commanditaires? Oui, effectivement, j'ai toujours besoin de dons, de commandites. Je vais les chercher moi-même en voiture là, pour les dons. Donc, j'ai toujours besoin pour ce beau projet-là. C'est la première édition. Oui. Est-ce que dans votre esprit, il y en aura une deuxième? J'aimerais vraiment. Vraiment, de tout le support que j'ai reçu cette année, je suis incroyablement surprise de voir tous les gens qui me supportent derrière. Donc oui, une prochaine édition l'année prochaine. Okay. Toujours sous la même formule? Oui. Ou si vous aimeriez structurer ça, j'aimerais devenir un grandir. organisme? Ou je sais pas. J'aimerais vraiment grandir plus, une plus grosse salle pour accueillir plus de gens. Ça, ce serait mon prochain défi pour l'année prochaine. D'accord. Et s'il y a des gens qui veulent vous aider, comment on procède? J'ai une page Facebook qui s'appelle Une mission pour Noël. Sinon, on peut me joindre sur les réseaux sociaux pour tous les dons. J'ai un GoFundMe également disponible. Puis sinon, il y avait 600 quelques dollars amassés. Là, on est rendu à 700. 700 dollars. Objectif de? Je dirais que j'ai pas nécessairement un objectif. Je pensais juste à me dire l'aide de la communauté tout simplement. Oui, tant que ça rentre, exactement. Puis avec cet argent-là, justement, je vais contribuer à aller acheter des cadeaux. Puis vraiment, quand je vais avoir sélectionné mes familles avec les âges des enfants, c'est là que je vais pouvoir aller acheter les bons cadeaux adéquats là, pour les beaux cadeaux. Alors, je rappelle que l'événement s'appelle Une mission pour Noël. Ce sera le mardi 23 décembre au restaurant Saint-Hubert de Saint-Eustache. Sandy Duquette, vous en êtes l'organisatrice, l'initiatrice. Bravo pour ce que vous faites. Merci pour votre visite. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Genet. Alors, Clara, ce démantèlement annulé à la dernière minute dont on parlait tout à l'heure, qu'est-ce qui explique ce revirement de situation? Alors, ce serait l'entreprise qui est revenue sur sa décision. La ville a donc annulé l'aide qui était prévue pour le démantèlement, donc notamment une pelle mécanique. Mais aux yeux de la municipalité, l'entreprise est toujours dans la non-conformité. Lundi matin, malgré l'annulation du démantèlement, quelques militants étaient présents pour montrer leur soutien aux campeurs. Ce qui revenait souvent dans les discussions, c'est la grande mobilisation qui a eu lieu suite à l'avis d'expulsion des organismes communautaires de la région, comme le Bouc humanitaire, Frontline Laurentide, Ligne de front Laurentide, et les gardiens de la rue notamment ont fait des représentations auprès d'Espace Localia pour tenter d'annuler l'expulsion des campeurs qui ont entre-temps reçu beaucoup de dons. On écoute à ce sujet Papy. Si la décision n'aurait pas été renversée, il y aurait eu une chaîne humaine ici ce matin. Déjà, on avait beaucoup de monde, puis on avait cancellé, mais le monde venait pareil de grandes villes. J'ai du monde de Montréal. J'ai 60 ans, j'aurais jamais vu ça de ma vie en 4 jours, mobiliser autant de monde. Un autre groupe était présent pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. C'était l'Union nationale, donc l'ancien parti de Maurice Duplessis, qui a revu le jour dans les dernières années. À sa tête, Jonathan Blanchette, qui a milité pour l'annulation de la décision sur une base juridique. On peut l'écouter. Je suis celui qui a mis en demeure le maire Barbeau. Puis je l'ai mis en demeure basé sur les jurisprudences qu'il y a eu en Colombie-Britannique, en Ontario, Waterloo, puis tout ça, entre autres. Puis je lui ai signifié une demande d'agir dans les 10 jours, basée sur la Déclaration des droits de l'homme, puis les droits canadiens, puis tout ça. Parce qu'en ce moment, dans le fond, au Canada, depuis 2008, toutes les jurisprudences sont catégoriques. On ne peut pas démanteler un campement d'itinérants, de sans-abri, à moins que l'on puisse
fournir une alternative nécessaire, puis on peut pas prendre les biens puis les détruire. Oui, Clara, parce que la ville de Saint-Jérôme est en cours présentement, en lien avec son interdiction d'installer des campements sur son territoire. Oui, tout à fait. C'est la clinique juridique itinérante qui conteste 3 règlements adoptés l'an dernier par la capitale régionale qui interdit aux personnes en situation d'itinérance de dormir ou de s'abriter dans l'espace public. Jointe par courriel, la clinique espère que les dates d'audition à la Cour suprême soient fixées au début de l'année 2026. La ville, quant à elle, se défend de son côté que c'est un moyen de sortir les gens de la rue. Et maintenant, qu'est-ce qui attend les occupants du campement, Clara? Alors, un peu de répit peut-être à voir comment la situation se développera entre la mairie et l'entreprise propriétaire du terrain. De son côté, Papy est prêt pour l'hiver. On peut l'écouter. C'est ma maison que j'ai construite sans mettre un clou parce qu'il faut mettre juste de la corde pour pas être une construction permanente. Si tu mets de la corde puis tu bâtis avec de la corde, t'es non permanent, tu peux bâtir. Du matériel, on va en avoir pour l'hiver. Les gens me demandent ce qu'on a besoin. Ben moi, j'y vais avec les produits primaires. La laine minérale, des choses comme ça. Je vais pouvoir isoler tout le monde, Christy, puis l'hiver va être beaucoup moins dur pour nous autres. C'est sûr et certain. Voilà, Claude, donc il manque toujours de ressources à Saint-Jérôme. Le dernier recensement dénombrait entre 150 et 200 personnes en situation d'itinérance dans la capitale régionale, mais il n'y a tout simplement pas assez de lits pour les accueillir. Même le maire me le disait, il y a toujours les haltes chaleur qui sont disponibles en situation d'urgence pour les nuits très froides qui s'annoncent et qui ont même déjà commencé. On écoute à ce sujet Rémi Barbeau, maire de la ville de Saint-Jérôme, suivi de Stéphane Parent, porte-voix de l'organisme Ligne de front Laurentide, à propos de ce qu'il espère de la nouvelle administration jéromienne. La responsabilité de l'itinérance n'appartient pas à la ville, c'est le gouvernement. C'est le CIS qui a les sous, l'argent qu'il y a là-dessus. Ce que nous, on peut contrôler, c'est la prévention. C'est le logement abordable, c'est les comptoirs alimentaires, c'est soutenir les organismes du milieu qui font que justement quelqu'un qui arrive dans une situation de vulnérabilité, on soit là au bon moment. Il y a déjà des actions qui se font. Ils ont débloqué des espaces dans l'hôpital à Saint-Jérôme. Je sais que la ville, elle essaie de trouver des solutions. On attend l'invitation. Moi, je l'ai invité personnellement à venir visiter notre distribution pour qu'il voit qu'est-ce que ça a l'air sur le terrain. Fait que je continue à l'inviter. S'il veut venir, il va être le bienvenu. Voilà, Claude, je rappelle que l'année dernière, l'itinérance a augmenté de 110 % dans les Laurentides. Pour clore ce dossier, je laisse le mot de la fin à M. Parent et à Papy qui nous partagent leurs observations sur le terrain. Le visage de l'itinérance a beaucoup changé, puis c'est pas juste des gens de la rue qui viennent à notre distribution. C'est beaucoup, il y a des familles qui ont de la misère. Fait que, comme hier, il y avait un père avec sa fille. Il y a des personnes âgées qui viennent. Fait que c'est pas mal du monde de plusieurs classes de milieu là, qui viennent nous voir, là, ceux qui n'arrachent là, à arriver les fins de mois. Là. Des gens qui se ramassent dans la rue, c'est pas des drogués, c'est pas des alcooliques. Contrairement aux fausses croyances populaires, puis les légendes urbaines qui ont fait en sorte que les itinérants, c'est des violeurs, pédophiles, des tueurs qui veulent se cacher, puis bref. On est très contents, on est très heureux. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.